À 60 km de Lyon, Sucieux, un petit village de 700 âmes, d'ordinaire paisible. Mais ce que les habitants ne savent pas, c'est que cet après-midi, leur salle des fêtes est occupée par un groupe de néo-nazis. Ils ont loué le lieu pour organiser un concert. Nous filmons en caméra cachée. À l'extérieur, une trentaine de militants sont présents. Des garçons et des filles d'une vingtaine d'années, au look plutôt banal en apparence, mis à part quelques tatouages. Bonsoir. Bonjour. C'est 20 € l'entrée, c'est ça? Ouais, bon. Bonsoir. Ces hommes en t-shirt rouge sont les organisateurs. Ils font partie d'un groupe international de néo-nazis, bien connu des services de police. Son nom? Blood and Honor. En français, sang et honneur. C'était la devise des jeunesses hitlériennes. À l'intérieur de la salle, alors que les musiciens se préparent, nous en profitons pour faire le tour des stands. Les membres du groupuscule vendent des t-shirts, des CD de musique néo-nazis et même des drapeaux à l'effigie de leur idole, Adolf Hitler. La fabrication est artisanale et c'est ce qui fait la fierté des vendeurs venus de Belgique. Et c'est quoi ça? C'est un drapeau? Comme une peinture, Ah oui, et puis tu peux l'accrocher au mur. c'est aussi possible pour la paix. Ah d'accord, ouais, c'est mieux qu'un tableau. Aux yeux de la loi, ces objets qui présentent le leader nazi sous un jour favorable font l'apologie d'un crime de guerre, un délit passible de 5 ans de prison. Mais pour ces hommes, Hitler est un héros. Ils se revendiquent du nazisme et défendent la suprématie de la race blanche. Nous engageons la conversation avec un groupe de jeunes qui arrivent du sud de la France. Nous leur expliquons que nous venons de Paris. Ils ont une vision particulièrement choquante de la capitale et leurs propos sont très violents. Honnêtement, Paris, c'est à vomir comme ville. C'est la capitale, c'est à vomir. C'est une ville remplie de putanés, juifs, métis, judes, t'as tout. Ah oui, les putain. Non, les mecs qui marchent main dans la main comme ça, ces fils de p***. Et tu sais, dans le centre de Paris, normal. Putain, oh, je sais pas, moi, ils viennent faire ça dans ma campagne. On les tabasse, on les dépouille. Tenus en public, tous ces propos sont lourdement condamnables en France. Il s'agit d'une provocation à la haine ou à la violence. Nous apprendrons d'ailleurs plus tard que ce jeune skinhead est actuellement poursuivi par la justice pour plusieurs actes de violence physique à caractère racial. Dans la salle du concert, c'est le début des festivités. Et dès les premières notes, le ton est donné. En chœur, les militants effectuent le salut hitlérien. Tout au long de la soirée, plusieurs groupes néo-nazis vont se succéder sur scène. Certains ont fait un long voyage pour jouer ce soir. Comme ces Américains, la tête d'affiche. Leur nom, Bully Boys. En français, les brutes. Au son des guitares, les skinheads vont enchaîner les pogos, cette danse faite d'affrontements virils et de bousculades. Et multiplier les saluts hitlériens. Aussi incroyable que cela puisse paraître, des concerts comme celui-ci ont lieu plusieurs fois par an dans les campagnes françaises. Et vous allez voir comment ce groupe, Blood and Honor, réussit à les organiser en toute impunité. En France, il y aurait environ 3000 militants de ce que l'on nomme aujourd'hui l'ultra-droite.
Un mouvement très hétérogène qui comprend des néo-nazis, mais aussi certains catholiques intégristes comme le groupe Civitas, des royalistes ou des nationalistes. Comme le Front National, ils viennent se recueillir chaque année au mois de mai à Paris, devant la statue de Jeanne d'Arc, une héroïne qui symbolise à leurs yeux la défense de l'identité française. La plupart de ces militants de l'ultra-droite ont en commun un discours de haine, xénophobe, homophobe ou antisémite. La France est blanche, la France est blanche, la France, la France, la France est blanche. Ni islamique, ni judaïque, la France est catholique. Ni islamique, ni judaïque, la France est catholique. Plutôt discrets il y a encore quelques années, ils se sont fait remarquer sur la scène médiatique à l'occasion des manifestations contre le mariage homosexuel, n'hésitant pas à user de la violence pour se faire entendre. Des méthodes extrêmes qui séduisent un public parfois très jeune. Nous allons le découvrir à Lyon avec Alexandre Gabriac, l'un des nouveaux leaders médiatiques de l'ultra-droite. À 23 ans, il se prétend héritier du fascisme italien. Il a été élu conseiller régional, pourtant l'homme n'a qu'un seul but, détruire la République française. Alors que certains voudraient ramasser le système qui s'effondre à la petite cuillère, nous voulons, nous, lui donner le coup d'épaule fatal qui le mettra à terre une bonne fois pour toutes. Nous partirons également à la rencontre de Damien Rieu, le chef de Génération Identitaire, un mouvement d'extrême droite spécialisé dans la communication politique. Vous allez voir que derrière les actions coup de poing qu'il organise, se cache un programme plus qu'inquiétant. Déjà, si toi, t'arrives à renvoyer tous les melons chez eux, après, ouais, il reste les juifs. Les juifs, ils viennent après, tu vois ce que je veux dire ou pas? Enfin, vous verrez comment l'idéologie des groupes néo-nazis pousse certains militants à commettre des actes de violence. À Clermont-Ferrand, l'un d'entre eux est passé des paroles aux actes en tirant avec un fusil à canoncier sur des opposants d'extrême gauche. On avait vraiment peur qu'ils puissent entrer et vraiment tirer sur tout le monde, quoi. Qui sont réellement ces militants radicaux extrémistes? Comment propagent-ils leurs idées dans la société française? Range ton sourire! Faut-il en avoir peur? Voyage au cœur de l'ultra-droite. Calais, dans le nord de la France. Depuis plus de 10 ans, la ville est devenue un refuge pour les immigrés clandestins qui tentent de passer en Grande-Bretagne. Ils viennent de Somalie, d'Afghanistan ou de l'Érythrée et campent dans la ville. Les squats se multiplient, les citadins sont exaspérés, la municipalité et les autorités impuissantes. Une situation que l'extrême droite est bien décidée à exploiter. Ce jour-là, devant la mairie, des militants ont organisé un rassemblement pour demander l'expulsion de tous les immigrés clandestins. À l'origine de cette manifestation, ce jeune Calaisien en pull noir, Kevin Reich, c'est un militant politique. On le voit ici posé en compagnie de Marine Le Pen. Il n'a que 20 ans et se bat depuis des mois pour débarrasser sa ville des immigrés. Vu qu'il y a un an, ils étaient 450, ils sont passés aujourd'hui à 1300. L'année prochaine, ils seront 5000. Il y a un moment, il faut expulser. On n'est pas ici parce qu'on est content de la situation actuelle. On est ici pour protester. Ça ne devrait pas exister en France, je veux dire. Donc c'est pour ça, la solution, ça serait l'expulsion. C'est utile et efficace à la fois. À la tribune, devant l'hôtel de ville, les leaders de l'ultra-droite haranguent la foule. Jamais! Jamais nous n'accepterons cette racaille venue coloniser et piller l'Europe! Thomas Joly, ancien membre du Front National, il est à la tête d'un nouveau mouvement, le Parti de la France. Le seul message que nous avons à transmettre à ces gens est très clair. Dehors! Dehors! À ses côtés, un autre ténor de l'extrême droite, Yvan Benedetti. Suspendu du Front National,
pour s'être autoproclamé lors d'une interview antisioniste, antisémite et anti-juif. Il en va de même avec la racaille. Avec l'extrême gauche comme avec la racaille étrangère. Ne vous laissez pas faire. Ne vous laissez pas égorger. Si tous les Calaisiens présents ce jour-là sont bienvenus protester contre la présence des migrants, certains sont néanmoins choqués par les discours radicaux. Comme cette femme qui s'indigne. C'était pour les migrants, messieurs. Là, ici, c'était pour les migrants. Ce n'est pas des racismes. Je suis désolée. Huée par la foule, la femme est écartée manu militari par le service d'ordre. C'était bien dit dans les partout. On est venu, on en a ras-le-bol des migrants. Mais pourquoi vous nous jetez dehors? On ne peut pas dire ce qu'on a envie de dire. Ce que vous avez dit, on m'a dit de vous mettre dehors. Donc pourquoi? Parce que vous êtes de la politique et vous êtes raciste. D'accord. Et la plupart des gens... Allez-y, madame, sortez maintenant. Ouais, je m'en vais. Cette femme n'est pas la seule à protester. À quelques centaines de mètres de là, des militants d'extrême gauche armés de battes de baseball veulent perturber la manifestation. On les appelle des antifas, pour antifascistes. Entre les deux camps, les forces de l'ordre tentent de s'interposer. Les policiers le savent, la moindre erreur de leur part peut transformer la ville en champ de bataille. Car de leur côté, les militants d'extrême droite réagissent. Ils franchissent les barrières et chargent. Moins nombreux, les antifas se réfugient derrière les CRS. Le meeting ne sera pas interrompu. Les militants d'extrême droite ont gagné. Kevin, l'organisateur, est satisfait et dit ne pas comprendre les accusations de racisme professées par ses adversaires. Je veux dire, le racisme, c'est croire à une supériorité, ou du moins dans un classement dans les races, une hiérarchie au sein des races. Il n'y a aucune hiérarchie au sein des races. Le problème, c'est juste une question de territoire, en fait. On est maître chez nous, quoi. Enfin, normalement, hein. Kevin Reich prétend ne pas être raciste. Pourtant, il y a quelques mois, la presse locale a publié une photo compromettante du jeune militant. Sur ce cliché, on le voit à droite torse nu, exhibant une croix gammée sur ses pectoraux. À son domicile, un petit pavillon qu'il partage avec sa famille, nous lui demandons des explications. Kevin Reich accepte de nous montrer son tatouage. Mais malgré l'évidence, il dément toute référence au nazisme. Selon lui, c'est un simple symbole hindou. J'avais quoi? J'avais 15 ans, je crois, quand je l'ai fait, ce tatouage, et c'était un truc que j'avais lu, la définition auparavant sur Internet, ça représentait... Je sais plus quoi, c'est un logo hindou, en fait. Ça veut strictement rien dire. J'aurais voulu me faire une croix gammée, je l'aurais fait droite. Voilà, je l'aurais rempli un peu comme dans le vieux film, là, American History X, mais voilà, c'est pas ça du tout. L'explication est peu convaincante. Quelques jours plus tard, en observant les images de notre tournage, nous apercevons sur l'avant-bras de Kevin Reich un autre tatouage, encore plus embarrassant. L'insigne des divisions SS pendant la Seconde Guerre mondiale. Si Kevin Reich préfère masquer ses symboles néo-nazis, c'est parce qu'il a compris qu'ils nuisaient à son image. Pour rallier l'opinion publique à sa cause, il doit montrer un visage plus respectable. Une stratégie de communication bien rodée, de plus en plus présente dans les milieux d'extrême droite. À Lyon, les spécialistes du genre, ce sont les identitaires. À leur tête, en veste bleue, Damien Rieux, 24 ans, étudiant en communication. Ce jour-là, il part en campagne avec une vingtaine de militants dans le métro lyonnais. Avancez, avancez. Son but, dénoncer l'insécurité qui régnerait dans les transports publics. Bonsoir messieurs, dames, nous distribuons des tracts contre l'insécurité dans les transports. Avec leur ciré jaune, les militants ont tous un look d'étudiants bien propres. Pas question d'apparaître comme une milice. Un photographe accompagne le groupe pour prendre des clichés qui permettront de promouvoir l'action.
En apparence, Damien Rieu semble vouloir dénoncer les délinquants qui sévissent dans les transports. Pourtant, sur leur tract, un slogan ne laisse aucun doute sur les réelles revendications du mouvement. Stop à l'immigration-islamisation. Et le porte-parole ne s'en cache pas. C'est sûr que pour nous, la sécurité et l'immigration, il y a une corrélation évidente. Et je crois qu'aux yeux de tous les Français, tous les Français sont d'accord avec ça. On sort ? Damien Rieu va même encore plus loin. Allez, rentrez. Dans ce tramway, face à 2 jeunes Français musulmans choqués par le slogan, il va renchérir. Vous avez un slogan anti-racaille. Anti-racaille. C'est-à-dire que pour vous, c'est les musulmans. Parce que vous, pour vous, c'est l'islam qui fait plus d'histoire et tout. C'est pour vous, c'est ça. C'est un phénomène qu'on observe en France. Nous, on est chez nous, tu vois, on n'a rien demandé à personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis pas chez moi. Moi, je suis né en France, je suis musulman, je suis né en France. J'ai ma carte électorale, je vote, j'ai ma carte... Après, chacun ses opinions. Chacun ses opinions. Je suis pas français. Ben, chacun ses opinions. Non, je suis pas français, répondez-moi. Je sais pas, je connais pas ton histoire, mais pour vous, en fait, c'est pas français, c'est ça. C'est quoi ce papier? Je suis né où? Moi, c'est marqué, je suis né à Lyon. Je suis en France. Ouais. Ça veut dire quoi? Je suis pas... Et alors, si je suis un mouton et que je nais dans une écurie, je reste un mouton. Pour nous, t'es pas européen. Pourquoi je suis pas européen? Bah parce que tes parents ils sont pas européens. Mes parents ils sont français, les deux ils sont français. Oui mais français de papier. Ils sont français de papier, ils sont nés en France les deux. Oui mais faut pas être né, faut avoir... Ça veut dire que c'est juste la religion. Nous on n'est pas pour... Non c'est pas la religion, non. Faut que je mange du porc, faut que je fasse ça, faut que je vais à la messe, faut que je fasse ça. Non mais... C'est quoi ça? Non c'est pas ça. Pour nous vous êtes un autre peuple. Vous n'avez pas d'arabe en France, c'est ça? On veut pas être colonisé, c'est tout. En France, toute personne qui naît sur le territoire obtient automatiquement la nationalité, peu importe sa couleur de peau ou sa religion. C'est ce que l'on appelle le droit du sol, une loi que les identitaires remettent en question. Des positions radicales qui provoquent parfois de violentes réactions. Allez les filles! Quelques jours plus tard, nous les retrouvons pour une nouvelle campagne dans le métro. La presse a été conviée, mais cette fois l'accueil n'est pas celui que Damien Rieu espérait. Un accueil hostile qui perturbe l'opération de communication. Le porte-parole des identitaires soupçonne un coup monté. Je pense qu'ils ont été prévenus qu'on faisait ça, c'est des militants d'extrême gauche qui préfèrent le camp des agresseurs que le camp des victimes, voilà, chacun son camp. Ou alors qui défendent la racaille. Le métro est bloqué. Dans la station, la tension monte d'un cran. Finalement, ce sont les forces de l'ordre qui mettront fin à l'aventure. On fait descendre les gilets jaunes. Ok. Descendre. On fait descendre. Mettez-vous là-bas. Renforcez là-bas. Damien Rieu et ses hommes s'en tirent avec une simple palpation et un contrôle d'identité, car ils n'ont rien fait d'illégal. L'opération est écourtée, mais le porte-parole a réussi son coup. Demain, les médias relayeront l'événement, et c'est exactement ce qu'ils recherchent. Sur Internet, Génération Identitaire multiplie les opérations de propagande. Ils diffusent des vidéos chocs, comme ce clip de promotion de stages de self-défense qu'ils organisent un peu partout en France. Mais aussi les images de leurs provocations, comme cette manifestation dans un fast-food qui avait décidé de servir des hamburgers halal. Ou l'occupation du siège du Parti socialiste à Paris. Des actions spectaculaires qui les conduisent parfois devant les tribunaux, mais qui font surtout leur promotion auprès des jeunes. Nous sommes la génération anti-racaille. Génération anti-racaille, un slogan choc pour ce mouvement dont le principal objectif est de lutter contre l'immigration et l'islam de France. Il y en a qui peut allumer derrière le bar, là, s'il te plaît. À Lyon, dans leur QG, à côté de la photo dédicacée de Marine Le Pen, trône l'emblème de leur mouvement.
Un drapeau jaune orné de ce logo, le lambda. C'est une lettre de l'alphabet grec qui ornait les boucliers des guerriers spartiates dans l'Antiquité. Car la référence culturelle des identitaires est un film hollywoodien, Les 300. Un film qui raconte comment ces guerriers grecs sont morts en luttant contre des envahisseurs venus de Perse. Un symbole pour Damien Rieu, qui s'imagine en soldat défendant une France envahie et colonisée par les immigrés. Oui, on est en guerre pour réveiller notre peuple, pour le sortir de son coma et de sa léthargie, parce que c'est la première fois dans l'histoire de la France et de l'Europe qu'on s'est laissé envahir sans réagir, quoi. L'identité européenne, l'obsession des identitaires. Nous allons découvrir que derrière cette notion se cache une idée beaucoup plus classique de l'extrême droite. La défense de la race blanche. Et vous allez voir comment ces militants s'y prennent pour manipuler le discours médiatique. Quelques semaines plus tard, nous retournons en caméra cachée au local des identitaires. Cette fois, un cadre du mouvement va nous parler plus librement des idées qu'il défend. Et le projet profond, là, en fait, c'est de prendre le pouvoir. Non, qu'importe plus, non, c'est pas de prendre le pouvoir, on n'est pas du tout électoraliste. C'est d'éveiller les consciences. Bon, comme on fait par passer dans les médias, de parler de patriotisme, de réveiller les gens, quoi, de se faire endormir par toute leur propagande de la télé, de dire qu'aujourd'hui c'est des conneries, le métissage, ça va apporter à la fin de la race blanche. Après, c'est un mot qu'on n'emploiera pas. On va dire que ça va apporter la mort de la civilisation européenne. Après, étant donné que la civilisation européenne est une civilisation blanche, voilà, ça va de sens. Mais on dira pas, on va pas employer tout ça. Non, on veut adoucir l'image. Il faut arriver à adoucir cette image de l'extrême droite. Il faut arriver à gagner la confiance des gens. De toute façon, c'est pas leur peur non plus qu'on peut y arriver. À l'extérieur, le discours de certains militants est encore plus explicite et incite sans mesure à la haine raciale. Déjà, si toi, tu arrives à renvoyer tous les melons chez eux, ça fait déjà une grosse partie de gagner, tu vois ce que je veux dire. Après, il reste les juifs. Les juifs, ils viennent après, tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu parles en tête à tête avec chacun de chez nous, on est tous antisionistes. On déteste les juifs. Donc je pense que le principal combat à mener, c'est l'antisémitisation aujourd'hui. C'est pas contre le judaïsme. Les juifs, c'est un problème. J'ai toujours dit, je ne le nierai jamais. Pour moi, le principal problème aujourd'hui, c'est l'immigration. L'immigration, 90% de l'immigration, c'est les musulmans. Au fond, même si le juif est tout en haut de l'échelle, qu'il a des bons postes et tout, tu te fais pas chier. Toi, ce que tu regardes en premier, c'est le boule qui va t'embrouiller dans le métro, qui va te dire ouais, machin, t'es avec ta femme et tout, il va te tenir en chicane, tu vois. C'est ça le principal problème. C'est les approches. Xénophobie, islamophobie et antisémitisme. Les identitaires le savent. En France, tenir en public ce genre de discours est un délit qui peut coûter très cher, jusqu'à 1 an de prison et 45 000 € d'amende. Régulièrement, les militants de l'ultra-droite sont poursuivis devant les tribunaux pour provocation à la haine raciale. À Lyon, l'un d'entre eux est aujourd'hui sous haute surveillance. Quelques jours plus tard, au centre de la ville, près de 300 personnes se sont réunies à l'appel du collectif Jour de colère. Leur but, manifester leur opposition au gouvernement. Dans la foule, quelques dizaines de membres des Jeunesses nationalistes, un groupe récemment interdit par le président de la République. Ils attendent leur leader. Il est en retard. Nous le retrouvons quelques rues plus loin, entouré de policiers en civil. C'est cet homme, Alexandre Gabriac. Il n'a que 23 ans. Pourtant, c'est l'un des nouveaux leaders de l'ultra-droite. Oui, d'accord. Bah écoute, je sais pas, moi je suis contrôlé par la BAC là. À peine arrivé près de la gare Perrache. Alexandre Gabriac affiche sa décontraction. C'est un habitué des contrôles d'identité. On avait l'air d'en jouer apparemment. Voilà. Donc on sait pas, on attend de voir. Quelques minutes plus tard, les policiers le laissent repartir libre.
Mais Alexandre Gabriac va avoir un nouveau contretemps. Non, je sais pas ce que c'est, mais ça bloque aussi. À moins de 200 mètres, 2 autres de ces militants ont des soucis avec les forces de l'ordre. Pas de rébellion les gars. Jean messieurs, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, monsieur? On va vous expliquer. Expliquez-nous. Les 2 hommes d'Alexandre Gabriac ont refusé de se soumettre à un simple contrôle de police. Ce n'est pas un délit, mais les forces de l'ordre ont le droit de les emmener au poste pour vérifier leur identité. Il y a le droit, hein. C'est pas interdit par la loi. Le leader nationaliste va tout tenter pour les faire libérer. Je sens que ça va être une journée sportive. Oh bah, on va monter. Muni de son téléphone portable, un jeune militant filme toute la scène. Il traque le moindre faux pas qui permettrait d'attaquer les policiers en justice. Vous me privez de ma liberté. Alexandre Gabriac pousse même le bouchon encore plus loin. Monsieur, je vais vous demander votre numéro de matricule, s'il vous plaît. Vous êtes obligé de me le donner. Très bien. Merci, monsieur. Sous la pression, l'un des policiers commence à perdre son sang-froid. Il est là. Oh, oh, oh! Wow! Eh! Faut y aller mollo, hein? Filme! Du pain béni pour Alexandre Gabriac. C'est quoi votre boulot, là? Hein? C'est quoi votre boulot, là, hein? Mais aujourd'hui, rien n'y fait. Les policiers ne se laissent pas impressionner. Alexandre Gabriac tente un dernier coup de pression. Ça s'appelle une interpellation illégale, monsieur. Plus violence, filmée. Avec votre numéro de matricule. Allez, on y va. L'un de ces hommes sera relaxé quelques minutes plus tard. L'autre restera en garde à vue. Alexandre Gabriac peut enfin rejoindre ses militants. Ils sont une centaine. Pendant la manifestation, ils vont s'en prendre tour à tour au judaïsme, à l'islam ou encore à la franc-maçonnerie. La France est catholique, ni islamique, ni judaïque. La France est catholique. Franc-maçon en prison, franc-maçon en prison. La France est blanche, la France est blanche. La France est blanche. Les slogans sont chocs, mais difficilement attaquables au regard de la loi. Un véritable pied de nez au gouvernement, surtout lorsqu'on sait que ce mouvement, les Jeunesses nationalistes, a été dissous l'année dernière par le président de la République. À la demande du ministre de l'Intérieur de l'époque, Manuel Valls. Par décret, toujours, le président de la République va dissoudre les jeunesses nationalistes qui propagent, elles aussi, la haine et la violence, qui exaltent la collaboration, qui rendent hommage à des miliciens ou à des Waffen-SS, avec, pour certains de ses membres aussi, des saluts hitlériens. Pour un groupe qui est dissous, c'est pas mal. Pour un groupe qui est dissous, on est plutôt pas mal. Alexandre Gabriac n'en est pas à une provocation près. C'est même devenu sa marque de fabrique. Dans son bureau, il arbore fièrement tout l'attirail du militant nationaliste. La croix celtique, les livres sur l'extrême droite, ou encore le logo de son ancien mouvement politique. Un aigle ressemblant étrangement à l'emblème du Troisième Reich. Alexandre Gabriac reconnaît avoir 2 modèles politiques. Le maréchal Pétain et Mussolini, le leader du parti fasciste italien pendant la Seconde Guerre mondiale. Mussolini, c'est une référence. Et d'ailleurs, si vous allez en Italie, ce que nous faisons régulièrement, les gens là-bas n'ont absolument aucun problème et sont complètement décomplexés par rapport au Mussolini, qui reste un personnage historique important et un grand chef d'État italien. Alexandre Gabriac milite depuis l'âge de 13 ans. D'abord au Front National, dont il sera exclu en 2011 suite à la publication de cette photo
où on le voit faire le salut nazi devant un drapeau du Troisième Reich. Il prétendra qu'il s'agit d'un trucage. Pourtant, il revendiquera par la suite d'autres clichés du même genre. Ouvertement fasciste, Alexandre Gabriac est, aussi incroyable que cela puisse paraître, un élu de la République. Élu sur une liste du Front National il y a 4 ans, il siège au Conseil régional de Rhône-Alpes. Un paradoxe pour ce jeune militant qui affirme vouloir en finir avec la démocratie. Pour nous, c'est complètement absurde, c'est complètement antinaturel. Donc par conséquent, la démocratie n'a pas cours et n'a pas vocation à diriger les peuples dans le bon sens. Vous pensez qu'une dictature serait mieux? Je pense qu'une dictature populaire peut être effectivement un modèle de direction qui s'incarne parfaitement dans un but collectif et un intérêt de la France, plus qu'une démocratie qui sera dans l'intérêt des lobbies internationaux, nationaux et évidemment des poches des personnes qui sont en place. Dans sa quête du pouvoir, le leader nationaliste ne compte pas s'arrêter au Conseil régional. Sa dernière ambition, les élections municipales. Cette nuit, avec une quinzaine de militants, ça va allumer vos radios? Alexandre Gabriac organise une séance de collage dans les rues de Vénissieux, une cité de la banlieue lyonnaise. La zone est sensible. Alors avant de partir, petite mise au point. Pas de panique, même s'il y a des points chauds, le service d'ordre s'en charge. Les colleurs, vous savez ce que vous avez à faire. On reste discipliné et on reste tranquille. Allez, go. Mouvement. Alexandre Gabriac se présente aux élections dans cette ville avec Yvan Benedetti. C'est cet homme, à gauche de l'affiche, un leader d'extrême droite exclu du Front National que nous avions vu lors de la manifestation de Calais. Celui qui avait déclaré lors d'une interview être antisioniste, antisémite et anti-juif. Pour les deux hommes, cette élection est un peu une revanche sur le gouvernement français qui avait interdit leur mouvement politique. S'ils croient que le nationalisme, ça se dissout simplement avec un morceau de papier signé par le président de la République que nous ne reconnaissons pas, le ministre de l'Intérieur de la République que nous ne reconnaissons pas, ils se font le droit dans l'œil. Nous, le nationalisme, on le vit au jour le jour. Le nationalisme, pour nous, il est dans les âmes et dans les cœurs. Et il n'est pas sur un morceau de papier, un simple morceau de papier ratifié qui pourrait nous empêcher d'exister. Alexandre Gabriac en rajoute encore et toujours dans la provocation. En haut de l'affiche, les mots « Révolution nationale », le slogan du maréchal Pétain. Sur la gauche, glisser une quenelle dans l'urne, une référence au geste anti-système de Dieudonné. Sa campagne ne laisse pas indifférent. Ses affiches sont régulièrement arrachées ou taguées. Comme celle-ci, qui ne laisse place à aucune ambiguïté. Un graffiti qui ne semble pas gêner Alexandre Gabriac, outre mesure. Il y a un artiste là. Ça nous fait rire parce que pour une fois, c'est bien fait. C'est pas de l'arrachage bête et tout d'affiches. Le mec, il s'est donné du mal, quoi. Il a fait la mèche, la moustache et tout. Puis finalement, je trouve que ça nous va bien. Peut-être que ça lance une nouvelle mode avec la prochaine fois. Sur la fiche de campagne, on se mettra avec la mèche et la moustache. Ça leur évitera de le faire. C'est le début de la campagne électorale. Elle va durer 2 semaines et le résultat va être surprenant. Mais si Alexandre Gabriac affiche clairement ses idées, d'autres mouvements radicaux d'extrême droite, eux, ont choisi la clandestinité. C'est le cas de Blood and Honor, Sang et Honneur, souvenez-vous, ces néo-nazis qui organisent des concerts dans la campagne française. Ils ont récemment défrayé la chronique en diffusant cette photo sur Internet. Des hommes cagoulés, armés de fusils à pompe et d'une Kalachnikov. Discrets, leurs membres refusent tout contact avec la presse, mais ils organisent régulièrement des rassemblements secrets.
Sur Internet, on peut trouver leurs tracts, comme ce flyer pour un événement qui doit réunir des membres venus du monde entier. La date est annoncée, mais le lieu est tenu secret. L'adresse ne sera donnée par téléphone que quelques heures avant l'ouverture des portes pour éviter que la police intervienne et interdise le rassemblement. Nous partons à leur rencontre munis d'une caméra cachée. L'événement a lieu à Pau-Lyonnais, un petit village à quelques kilomètres de Lyon. Mais sur le chemin, nous sommes interceptés par les gendarmes. Tu as soulevé le tapis? Ouais. Ok, c'est bon, merci. Ok, bonne soirée messieurs. Avertis trop tard, les gendarmes n'ont pas pu interdire le concert. Alors, ils ont organisé des contrôles aux abords du village. Quelques minutes plus tard, nous arrivons devant la salle municipale où a lieu l'événement. À l'entrée, un service d'ordre musclé. Bonjour, c'est l'entrée? C'est combien? 15 euros. Le téléphone dans la voiture? Même celui-là, là, un petit comme ça? Ok, ça marche. Cette fois, les membres du groupuscule néo-nazi sont méfiants. Les téléphones sont interdits pour éviter que les participants ne prennent des photos. Après l'avoir déposé, nous retentons notre chance à l'entrée de la salle. Bonjour. Un agent de sécurité fouille les participants. Tu veux que je vide mes poches? Il ne découvre pas notre caméra. Pour 15 euros, nous allons assister à un spectacle étonnant. À l'intérieur, plus de 200 jeunes néo-nazis, des hommes et quelques femmes rassemblés autour d'un ring. Mais ce n'est pas pour un simple match de boxe. Allez, prochain combat se prépare. Jiří Smola de République tchèque et Julien de Lyon. Les néo-nazis ont organisé une compétition de free fight, un sport de combat né aux États-Unis qui mêle plusieurs arts martiaux. Ces compétitions sont interdites en France. Le corps à corps exalte les spectateurs amassés autour du ring. Certains supporters encouragent même les combattants en effectuant des saluts nazis. Ce jour-là, dans cette salle, il n'y a pas que des Français. Les membres du groupe arrivent des quatre coins de la planète. Des Italiens, des Allemands et même des Canadiens. Ici, tous affichent ouvertement leur idéologie. Comme cet homme qui s'est fait tatouer une énorme croix gammée sur le dos, avec au centre une tête de mort. C'était l'emblème de certaines divisions SS. Nous décidons d'aller interroger des membres de l'organisation, à l'extérieur de la salle. Bonjour, vous venez d'où? De Slovénie. De Slovénie? Ah, c'est bien. Ces deux Slovènes sont des membres de l'organisation. Ils ont fait plus de 1000 km pour assister à l'événement. Nous leur demandons leur première impression sur la France. Je suis choqué. À Lyon, il y a trop de musulmans, trop de juifs. Et en Slovénie, il n'y en a pas? Non, on doit avoir une vingtaine de juifs, une vingtaine de nègres et à peu près 1000 musulmans, c'est tout. Ils viennent de Bosnie. Ils savent où est leur place. Ils ne se montrent pas trop. Ils se trouvent principalement à Ljubljana, la capitale. Ils ne sont pas nombreux. Ils parlent beaucoup du genre blablabla, mais dès qu'on se montre, ils ont peur. Blood and Honor est fort en Slovénie, donc ils font pas les malins avec nous. On connaît des hommes politiques, on connaît la police. Une fois, on a organisé un concert, il y avait 3000 personnes. La police est venue et leur grand chef a bu un coup avec nous.
Je pense que 70% des policiers sont patriotes en Slovénie. Ils soutiennent notre cause. Un discours raciste, plein de haine et de violence. En France, les Blad un honneur sont étroitement surveillés par les forces de l'ordre. Il n'y aurait que quelques dizaines de membres basés principalement dans le sud et dans l'est du pays. À l'intérieur, le spectacle continue. 2 concerts sont prévus pour clore la soirée. Bonsoir tout le monde. Après l'effort, le réconfort, maintenant on va faire la fiesta. L'un des groupes est allemand, l'autre français. Il est bien connu dans la région. Il est lié au milieu hooligan et ses membres vivent aux alentours de Lyon. Comme lors de chaque concert, Pogo et Salut Nazi. Le morceau favori de ce groupe s'appelle Légion Blanche, un hymne néo-nazi qui vante la suprématie de la race blanche. Quelques jours plus tard, à Pau-Lyonnais, le calme est revenu. Mais c'est un sentiment étrange qui anime les habitants du village. Jean-Pierre Marquier, le maire, a du mal à réaliser ce qui vient de se passer. Moi, je suis absolument, à titre personnel, contre les extrêmes, quels qu'ils soient. Et c'est toujours vraiment désagréable de sentir qu'une commune auquel on est attaché a accueilli des gens de ces extrêmes. Si monsieur le maire est aussi mal à l'aise, c'est parce que c'est lui qui a loué la salle des fêtes aux néo-nazis. Il s'est fait piéger. Le jeune homme blond qui a réservé la salle n'avait aucun tatouage et prétendait fêter son anniversaire. Quelqu'un qui était très très bien de sa personne, tout à fait correct, tout à fait répondant aux normes que l'on se fixe, a fait l'échec pour retenir la salle, l'échec de caution, j'entends. Et voilà, donc le personnel a retenu la salle. Il y a un petit sentiment de culpabilité, parce qu'on dit on aurait pu, on aurait dû, etc. etc. Bon, ça fait pas mal de temps que je m'occupe de la commune, et je n'ai pas mémoire, plus de 10 ans d'avoir eu un incident comme celui-ci. Bon, donc on n'est jamais forcément préparé à une situation qui est inhabituelle. Voilà. Depuis l'événement, monsieur le maire a décidé de ne plus jamais louer sa salle municipale à des inconnus. Il jure qu'on ne l'y reprendra plus. Quant aux membres de Blad un honneur, pour le moment, ils n'ont pas été poursuivis pour l'organisation du concert. Ce qui inquiète aujourd'hui la police dans ces milieux néo-nazis, c'est surtout le passage à l'acte d'un jeune à la dérive, influencé par cette idéologie. C'est ce qui est arrivé à Clermont-Ferrand en janvier 2014. Un skinhead a ouvert le feu lors d'un concert organisé par des militants d'extrême gauche. Il s'appelle Kevin, il a 21 ans. Le voici dans une vidéo qu'il a enregistrée avec son téléphone portable quelques semaines avant le drame. Nous voici ce soir après notre jolie expédition. Ce jour-là, il s'est introduit illégalement avec quelques amis sur le toit de l'Opéra.
Nous voilà tous réunis ici, en direct de Clermont-Ferrand. Clermont est à nous, les antifas. C'est ça, Clermont-Ville fasciste. Quoi qu'on en dise, on est là, on représente, et on vous baisse tous un par un. Courez, courez, nous voilà. Ici, on est chez nous, on sera toujours là. Quoi qu'il en coûte, on sera là à défendre nos valeurs. Un discours violent et sans ambiguïté. 2 semaines après avoir effectué cet enregistrement, Kevin passe des paroles aux actes. Un soir de janvier, il se rend à 2 pas de la gare, devant ce squat occupé par des militants d'extrême gauche. Cette nuit-là, un concert y est organisé pour soutenir 2 étudiantes étrangères, expulsées quelques mois plus tôt. Adèle et ses amis étaient présents. Ils ont vu Kevin faire irruption avec un fusil de chasse à canoncier. On était une petite dizaine devant le concert, là, devant ces portes-là. Et puis, il y a un mec qui est arrivé de par là-bas. Il commençait à tirer d'assez loin. Du coup, les gens sont rentrés à l'intérieur pour se barricader et fermer la porte. On a tous été choqués, on était une vingtaine dans la cour à, pour une part, pas comprendre ce qui se passait et pour l'autre, être barricadés pour empêcher que la porte s'ouvre parce qu'on avait vraiment peur qu'ils puissent entrer et vraiment tirer sur tout le monde, quoi. Ça aurait pu être bien pire que ça a été, en fait. Kevin tire à plusieurs reprises. 2 personnes s'effondrent, touchées par des plombs au corps et à la tête. Mais elles ne sont que blessées et s'en sortiront après un court séjour à l'hôpital. Quelques heures plus tard, le skinhead se présente au commissariat. Les policiers découvrent un jeune chômeur à la dérive, sans domicile fixe, et qui idolâtre Adolf Hitler. C'est ce que va nous confirmer l'un de ses amis. Nous l'appellerons Maxime. Il a accepté de nous parler à visage masqué. Pour lui, Hitler, c'était un grand homme, le plus grand du monde, qui n'ait jamais existé d'ailleurs. Il faut savoir que Kevin Pioche avait une haine viscérale à l'encontre des personnes d'origine étrangère. Il refusait totalement d'admettre que la France est un pays multiculturel. À Clermont-Ferrand, Kevin traîne avec une dizaine de jeunes skinheads. Il pose avec des armes et se fait tatouer une croix gammée sur l'épaule. Et sur le crâne, la Totenkopf, l'emblème de certaines divisions SS. Interdit de stade pour violence à l'issue d'un match, il semble s'enfoncer de plus en plus dans la violence et la haine. Pour son ami Maxime, le passage à l'acte était prévisible. Pour moi, s'il a fait ça, c'est pour faire des dégâts. Il devenait vraiment dangereux en fait. Il marchait dans la rue et puis il pouvait sauter sur quelqu'un gratuitement sans aucun prétexte. C'était vraiment quelqu'un de particulier, quoi. Jugé en comparution immédiate, Kevin a été condamné à 2 ans de prison ferme. Mais aujourd'hui, les victimes et leurs avocats pensent que l'enquête a été bâclée. Boris a été la cible des tirs de Kevin. Il souffre encore des séquelles de l'agression. Ce qui m'a alerté, c'est le sang. Parce que j'ai pas senti le coup, en fin de compte. Par contre, quand j'ai pris le 2e dans la tête, là, j'étais complètement sonné. Là, du coup, je me suis demandé si j'avais pas crevé, en fin de compte. Donc j'ai eu 3 balles, 3 plombs dans l'index, ici, là, qui est toujours pas remise, quoi. Ici, là, j'ai eu un tendon et un nerf qui ont été percés. Et une balle dans le pouce qu'ils ont réussi à retirer, quoi. Et après, j'en ai 5 dans le crâne, 1 dans l'épaule, 1 dans le coude et 1 dans l'omoplate. Aujourd'hui, l'avocat considère que l'enquête a été bouclée trop vite. Il regrette qu'on ne se soit concentré que sur Kevin Pioche. Selon lui, il aurait fallu s'intéresser aussi aux idéologues de l'ultra-droite que le jeune homme fréquentait. Kevin Pioche, c'est Kevin Pioche, avec ce qu'il est, sa personnalité et sa jeunesse et ses faiblesses. On va même aller jusque-là. C'est un pauvre gamin qui est tombé du mauvais côté, pour moi, à la fin. N'empêche que ce genre d'individus sont instrumentalisés par ceux qui tiennent des propos de haine. Et à partir de là, sont lâchés dans la nature avec toutes les conséquences qu'il peut y avoir. Kevin a-t-il été manipulé ?
Pour l'instant, rien ne permet de le dire. Mais l'avocat compte bien ne pas en rester là. Voilà. Retour dans la banlieue de Lyon. À Vénissieux, Alexandre Gabriac est toujours en pleine campagne pour les élections municipales. Mais il est un peu énervé. Il vient d'apprendre qu'une télévision locale a organisé un débat en direct avec tous les candidats, sans l'inviter. C'est la deuxième fois en plus qu'ils nous font le coup, puisque la première fois, ils avaient parlé de Vénissieux, ils avaient fait un reportage dessus, et ils n'avaient même pas pris la peine de mentionner le nom de la liste. Ni une ni deux, le nationaliste débarque au siège de la télévision pour obtenir des explications. Bonjour monsieur. Bonjour. Alexandre Gabriac, conseiller régional. Je viens vous voir concernant le débat qui était prévu pour midi. Alexandre Gabriac est intercepté par le directeur de la chaîne de télévision en personne, accompagné d'une de ses équipes de tournage. L'homme est bien décidé à ne pas le laisser entrer. Je vous dis très clairement que compte tenu des propos que vous tenez, je ne veux pas prendre le risque que TLM puisse être assimilé aux propos que vous tenez. Donc vous refusez d'inviter un élu de votre République, un élu de la démocratie, puisque je suis conseiller régional en dehors de ça, légalement, élu, que ça vous plaise ou non, et de ce côté-là, vous refusez d'inviter, vous refusez de donner la parité dans les médias à toutes les listes, uniquement parce que vous n'êtes pas d'accord finalement avec ces propos, pour vos propos politiques. Liste a été mentionné, voilà. Ensuite, je n'invite pas effectivement à TLM des gens qui tiennent des propos révisionnistes, xénophobes et antisémites. D'accord, donc c'est de la discrimination politique pure et simple. Parce que je tombe de sous votre le coup part. de la loi aussi si Très j'invite bien, des gens oui, qui mais très bien, très bien, très bien. Eh bien, on saura s'en rappeler, et puis prochaine nouvelle par notre avocat du coup. Alexandre Gabriac ne participera donc pas au débat, mais il va se servir de cette altercation pour sa campagne. L'un de ces hommes a filmé toute la scène avec son téléphone portable. Elle sera diffusée en intégralité sur Internet. Quelques jours plus tard, à la préfecture du Rhône, c'est l'heure des résultats. Alexandre Gabriac a le sourire aux lèvres. Son score est loin d'être négligeable. 10-30. Donc c'est pas mal du tout, c'est même très bien. Impeccable, on garde nos deux élus. On garde nos deux élus sans parti, avec les dissolutions, avec l'acharnement du préfet, avec l'acharnement de la justice. Une très très bonne victoire. À Vénissieux, Gabriac a bénéficié de l'absence de liste du Front National. Plus de 1300 personnes ont voté pour lui. Il obtient 2 sièges au conseil municipal. Avant de partir, il en profite pour annoncer la nouvelle aux médias en répétant son slogan favori, emprunté au comique polémiste Dieudonné. C'est vraiment une vraie victoire et une belle quenelle au système. C'est une victoire pour nous, c'est une quenelle au système. Comme le voulait notre slogan, je pense que les électeurs ont glissé une quenelle au système ce soir. Mais s'il est ravi du résultat, Alexandre Gabriac ne siégera pas pour autant à Vénissieux. L'un des postes est pour la tête de sa liste, Yvan Benedetti. Et l'autre, parité oblige, pour l'une de ses militantes, Estelle Gagon, que l'on voit ici, en pleine action. Pour le maire communiste de Vénissieux, Michel Picard, cette présence au conseil municipal est inacceptable. Moi, je trouve ça déplorable que leur mouvement ait été interdit et qu'ils puissent quand même se présenter sur une ville. À un moment donné, il faut être cohérent, quoi. Fin de soirée. Alexandre Gabriac rejoint ses troupes pour fêter les résultats. La victoire. Allez, la victoire. Allez, c'est bon. La victoire. Une petite pause avant de reprendre le combat qui l'obsède. La défense d'une France à l'image de ses militants. Tu vois tes yeux bleus là? T'as vu comme t'es blonde avec des yeux? Hein? Ouais, ma chérie. Ici, il n'y a pas d'arabe. Une France blanche et chrétienne. 6 mois plus tard, le tribunal administratif de Lyon a annulé les élections municipales de Vénissieux. Les magistrats ont estimé que la liste d'Alexandre Gabriac avait été constituée de manière irrégulière.